Masahiro est un perdant moche et sans talent à tel point que tout ce qu'il touche devient inutile. Mais tout a changé un jour où il a rencontré un chat parlant bizarre qui lui a donné le pouvoir de voir les esprits. Avec ses pouvoirs, il est devenu le plus fort exorciste du monde et a même séduit la princesse du royaume. Cependant, avant tout cela, un jeune garçon est poursuivi par un squelette. Il essaie de s'échapper dans une maison à proximité dans l'espoir que le squelette ne pourra pas entrer. Mais le squelette effrayant n'était pas un simple esprit maléfique. C'était en fait l'un des plus puissants de la région. Une maison à l'apparence bon marché faite de planches de bois n'a aucune chance face à l'esprit maléfique. Le garçon craint que le squelette effrayant ne finisse par dévorer son âme. Il essaie de reculer, mais le mur derrière lui l'en empêche. Juste à ce moment-là, le chat à l'apparence étrange à côté de lui commence à parler et ordonne au squelette effrayant de s'arrêter. Il dit au squelette effrayant que le garçon est encore jeune et faible. L'esprit effrayant n'écoute pas le chat qui parle. Il attaque immédiatement le jeune garçon une fois de plus, qui ne peut que courir dans le couloir pour se sauver. Après avoir atteint la fin du couloir, il se rend compte qu'il ne peut plus reculer, alors il demande au chat parlant de distraire le squelette terrifiant pendant qu'il essaie de terminer son exorcisme. Pendant que le chat parlant distrait le squelette terrifiant, le jeune garçon attrape rapidement un talisman dans sa poche et commence à chanter quelques mantras. Après avoir chanté les mantras, il lance le talisman sur le squelette terrifiant qui se scelle à l'intérieur et brûle en cendres. L'exorcisme prend toute l'énergie du garçon. Il tombe sur son derrière, épuisé. Dans un flashback, il le plaigne parce que son grand-père Seimei est connu pour être le plus grand exorciste, tandis que le jeune garçon ne peut même pas voir. Esprit. Le jeune garçon, dont le nom se révèle être Masahiro, est assis sous un arbre lorsqu'un chat à l'apparence étrange tombe au sol. Maintenant, si Masahiro avait été Newton, il aurait peut-être découvert la gravité à cause de cet incident, mais il n'était qu'un garçon ordinaire qui ne sait même pas jouer de la flûte normalement car tous ses talents sont nuls. Masahiro est surpris de voir ce chat étrange car il le reconnaît comme un esprit, mais il n'en croit pas ses yeux car jusqu'à maintenant, il n'a pas pu voir d'esprit. Il se demande donc si sa seconde vue est revenue. Le chat qui parle lui dit que cela n'est toujours pas le cas car ils sont entourés par de petits esprits, mais qu'il ne peut toujours pas les voir. Masahiro lui demande alors pourquoi il peut le voir, ce à quoi le chat qui parle répond que c'est parce qu'il est extrêmement vieux et puissant. Esprit. Masahiro ne donne pas de détails, mais le drôle de chat qui parle le renifle et découvre qu'il doit être le petit-fils du grand exorciste Seimei. Il commence à l'appeler le petit-fils de Seimei, ce qui rend Masahiro furieux, qui lui dit qu'il a un nom. Plus tard, Masahiro est en ville lorsqu'il ressent une secousse dans le sol. Il se demande s'il y a eu un tremblement de terre à proximité lorsque le chat étrange le prévient d'être prudent car il ressent une puissante présence maléfique devant. Juste à ce moment, un carrosse transportant une princesse qui traverse la ville est frappé par l'esprit maléfique qui est invisible aux yeux des personnes normales qui ne peuvent pas voir le esprit. Si c'était Masahiro qui était un enfant, il aurait pu le voir, mais maintenant il a perdu sa vue spéciale qui lui permettait de voir les esprits. Incapable de vaincre l'esprit maléfique, Masahiro ne peut que se retirer. Chez lui, Masahiro rencontre son père qui lui demande des nouvelles de sa pratique de la calligraphie. Masahiro répond que ça se passe très bien, mais son professeur lui a dit qu'il vaut mieux qu'il le poursuive comme un passe-temps plutôt que comme une carrière. Son père est habitué à entendre de telles déclarations, alors il met cela de côté et dit à Masahiro que son grand-père lui a envoyé une lettre qu'il devrait lire. Masahiro reçoit la lettre dans laquelle son grand-père parle de lui abandonnant son rêve de devenir exorciste. Il est attristé parce que lorsque Masahiro était enfant, il passait toujours du temps avec lui et quand il a découvert que Masahiro avait aussi une vue spéciale, il lui a enseigné toutes ses compétences et son héritage. Le grand-père de Masahiro regrette d'avoir perdu sa seconde vue, mais il ne veut toujours pas que Masahiro abandonne. Il lui confie donc la tâche de se débarrasser de l'esprit maléfique qui terrorise leur ville depuis des jours. Masahiro ne peut pas rejeter son grand-père. Demande où plus tard, il sera sermonné qu'il n'a pas bien étudié. Pendant qu'il parcourt ses livres pour se souvenir de tout ce qu'il a appris de son grand-père, le chat étrange à côté de lui continue de rester à ses côtés, ce qui énerve Masahiro. Il lui demande de partir car son grand-père serait en colère s'il découvrait qu'un esprit vit dans sa maison. Le chat étrange demande à Masahiro d'arrêter de l'appeler un chat étrange et lui dit qu'il a un vrai nom. Mais quand Masahiro lui demande quel est son vrai nom, il refuse de répondre car les noms ont de l'importance et il ne veut pas que quelqu'un d'autre connaisse son nom. Masahiro est amusé, alors il décide juste de l'appeler Mokun. Mokun est en colère, mais il accepte son sort après avoir réalisé que Masahiro n'a pas l'intention de reculer. Après avoir préparé pour un
Pendant que Masahiro et Mokun quittent la maison, Masahiro demande à Mokun de faire ses yeux et de le guider vers l'endroit où se trouve l'esprit maléfique. Ils arrivent tous deux à la ville où l'esprit maléfique les détecte immédiatement et commence ses attaques. Mokun guide Masahiro pour qu'il reste à l'écart de l'esprit maléfique. Malheureusement, la vitesse de Masahiro est trop lente et sa jambe est attrapée par la langue de l'esprit maléfique, qui commence à l'attirer vers sa bouche. Mokun est extrêmement inquiet, alors il abandonne immédiatement tous les plans pour s'enfuir. Il attrape la bouche de l'esprit maléfique et essaie de la garder ouverte pour que Masahiro puisse se libérer. Alors que leurs vies sont sur le point d'être emportées, Masahiro ordonne à Mokun de partir, mais Mokun refuse en disant à Masahiro qu'il a promis à Seimei qu'il le protégerait. Lui, dans un dernier moment de désespoir, Masahiro débloque sa capacité à voir les esprits une fois de plus, même s'il peut maintenant voir à quel point l'esprit maléfique qui les attaque est dangereux, il ne reculera pas. S'il recule, il ne pourra pas affronter son grand-père à l'avenir. Mokun voulait juste entendre cela de lui alors qu'il dit à Masahiro son vrai nom, Guren. Masahiro l'appelle par son prénom, ce qui libère le sceau placé sur Mokun. Le chat bizarre dont Mokun prenait la forme se transforme bientôt en un démon de l'enfer nommé Tuda. L'esprit maléfique qui les attaquait reconnaît Tuda, mais Guren n'accepte pas ce nom car il a un nouveau nom qui lui a été donné par le grand-père de Masahiro, Seimei. Guren sauve Masahiro et l'emmène loin vers le côté où Masahiro se rappelle enfin que Guren est l'un des esprits serviteurs de son grand-père, Ave. Mais Guren lui dit que ce n'est pas le moment de parler du passé maintenant, car vaincre l'esprit maléfique est la première priorité. Avec l'aide de Guren, Masahiro parvient facilement à réaliser l'exorcisme, ce qui purifie l'esprit maléfique de cela. Monde. Après l'exorcisme, Masahiro se souvient de toute son enfance. Il se souvient que son grand-père a scellé sa vue car il voulait le protéger des choses qu'il pourrait voir. Cela rend Masahiro extrêmement en colère contre son grand-père, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un oiseau vole près d'eux et laisse tomber une lettre qui s'avère être de Seimei. Dans la lettre, Seimei félicite Masahiro d'avoir à nouveau débloqué sa vision spéciale et lui dit qu'il se réjouit de le rencontrer un jour. Cela rend Masahiro encore plus furieux car premièrement, même si son grand-père vit dans la même maison, il refuse de communiquer correctement avec lui et deuxièmement, il se rend compte que son grand-père l'observait tout ce temps. Quelques jours plus tard, la cérémonie de passage à l'âge adulte de Masahiro est organisée où se trouvent tous les nobles, invités. Être le petit-fils du grand exorciste Seimei attire beaucoup d'attention sur Masahiro, ce qu'il n'aime pas du tout, car c'est trop fatigant de gérer les gens, surtout ces nobles prétentieux. Masahiro quitte les événements et se dirige à l'extérieur avec Mokun, qui lui dit combien de prestige son grand-père doit avoir pour que chaque noble vienne assister à sa cérémonie de majorité. Masahiro devient contrarié parce qu'il veut échapper à cette identité d'être celui de Seimei, petit-fils. Mokun lui dit qu'il n'y a qu'un seul moyen de le faire et c'est de devenir un exorciste encore plus grand que son grand-père. Pendant qu'il parle, le père de Masahiro s'approche de lui et lui dit qu'il veut venir avec lui et aller rencontrer le ministre Michinaga. Après lui avoir dit, son père part alors que Mokun exprime son choc car il ne s'attendait pas à ce qu'une figure comme Michinaga montre de l'intérêt pour lui. Masahiro se demande ce qui le rend si génial, alors Mokun lui dit que Michinaga est le ministre de la gauche et de la droite, ce qui lui permet de contrôler tous les événements qui se déroulent dans l'Empire. Après l'événement, Masahiro se rend au palais du ministre avec son père, où il rencontre enfin le légendaire Michinaga. Contrairement à ses récits, Masahiro trouve Michinaga très gentil et poli. Pendant que son père parle à Michinaga, Masahiro s'assoit derrière lui, où Mokun continue de bavarder sur l'étiquette appropriée et des trucs. Masahiro en a assez de ces bavardages, alors il lui dit de se taire, mais il parle à haute voix, donc Michinaga peut entendre. Lui, le père de Masahiro, explique immédiatement que Masahiro est accompagné d'un esprit apprivoisé qui l'accompagne partout. Cela impressionne Michinaga, qui félicite Masahiro d'avoir un esprit apprivoisé avec lui à un si jeune âge. Malgré ses éloges, Masahiro n'est pas content car Michinaga le félicite en tant que petit-fils de Seimei. Pas à cause de ses réalisations. Après avoir rencontré Michinaga, son père demande à Masahiro d'aller se promener dans la cour car il a des choses privées à discuter avec Michinaga. En se promenant avec Mokun à ses côtés, il demande à Mokun s'il connaît beaucoup de choses d'il y a 100 ans. Mokun répond qu'il en connaît même si certains de ses souvenirs ne sont pas trop clairs. Agréable, mais il se souvient que Michinaga n'était pas aussi puissant auparavant et qu'il est seulement devenu aussi puissant récemment. Masahiro n'a aucune idée de son influence.
mais il aime le jardin spacieux qui est encore plus grand que toute sa maison. Mokun se moque de lui pour son ignorance et lui dit que le grand palais de l'empereur est encore plus grand. Jardin. Mokun promet de conduire Masahiro est un jour ce qui le surprend car il ne s'attendait pas à ce qu'un esprit comme lui veuille y aller. Mais Mokun le corrige en disant que beaucoup d'esprits étranges vivent au palais, donc cela n'a pas d'importance s'il est ajouté à la liste également. Sur le sujet d'aller au palais de l'empereur, Masahiro commente que Mokun devrait retourner chez son grand-père, car maintenant il peut voir les esprits à nouveau et peut gérer les choses par lui-même. Mais Mokun refuse son idée, ce qui amène Masahiro à le taquiner en lui demandant s'il ne veut pas le quitter parce qu'il lui manquerait. Masahiro s'attendait à ce que Mokun se fâche, mais il ne le fait pas, alors qu'il emmène Masahiro dans une autre cour où il lui dit qu'il a senti quelque chose ici. Masahiro ne ressent rien, donc il est confus, mais Mokun est sûr qu'il y avait quelque chose ici, mais que cela est parti après les avoir sentis. Présence. Mais il ne s'inquiète pas car il remarque que Seimei a placé une barrière spirituelle autour de la maison dans la cour. De la maison, une silhouette émerge qui attire l'attention de Masahiro alors qu'il se rend compte que c'est une princesse. La princesse se présente comme Akiko et se demande si Masahiro est le célèbre petit-fils de Seimei. Entendre le nom de son grand-père lui laisse un goût amer dans la bouche, mais il salue respectueusement la princesse. La princesse lui demande à propos de Mokun qui est près de lui, ce qui surprend Masahiro, car il ne s'attendait pas à ce qu'une princesse comme Akiko puisse voir les esprits. Il ressent de la pitié pour elle, car cela aurait été terrible de voir de telles choses tout au long de sa vie. Après lui avoir parlé un moment, Masahiro s'en va, mais son visage est encore assez rouge. Mokun en profite donc pour le taquiner d'être tombé amoureux d'une princesse au premier regard. Alors qu'ils se disputent, il tombe sur Yukinari, qui est un mentor pour Masahiro et lui a beaucoup appris. Masahiro remercie Yukinari d'avoir placé la couronne sur sa tête lors de la cérémonie de majorité. Cérémonie. Yukinari lui dit de ne pas s'inquiéter car ce n'était qu'un petit geste. Il dit à Masahiro qu'il a une grande responsabilité, alors il devrait toujours être droit et s'efforcer de réaliser de meilleures choses. Masahiro veut prêter attention à ses enseignements, mais Mokun continue à faire des choses stupides. Mais comme Yukinari ne peut pas voir, lui, Masahiro, doit en souffrir. Après avoir parlé un peu, Yukinari part, tandis que Mokun se dirige vers la salle d'études pour en apprendre davantage sur ce qui l'attend dans sa vie. À l'intérieur de la salle d'études, il remarque quelques mauvais esprits, mais ils sont inoffensifs car ils sont trop faibles et petits. Au lieu de cela, il se concentre sur les études et s'y plonge quand il entend soudain un vacarme dehors. Il quitte la pièce et regarde devant lui quand il se rend compte qu'il y a un incendie au palais de l'empereur. Mais cela ne le concerne pas, car il ressent quelque chose de terrible en direction du palais du ministre où il a rencontré la princesse Akiko précédemment. Lui et Mokun se dirigent immédiatement vers l'endroit, mais ils sont arrêtés par Yukinari, qui lui dit qu'il ne peut pas entrer sans autorisation. Mais comme c'est une urgence, Masahiro s'en moque et entre sans écouter aucun des gardes. Immédiatement, il remarque Akiko sur le balcon qui est sur le point de partir, mais il l'avertit de rester en arrière car il remarque qu'un esprit maléfique va l'attaquer. Mais Masahiro réagit immédiatement et la sauve en utilisant ses techniques d'exorciste pour disperser l'esprit maléfique. Mokun lui dit que la barrière que son grand-père a érigée a été détruite, donc Masahiro peut seulement envoyer un message à son grand-père pour qu'il revienne et en érige une nouvelle. En attendant, Akiko remercie Masahiro de l'avoir sauvé en louant ses compétences en tant que exorciste. Masahiro se sent embarrassé car il n'a pas réussi à exorciser correctement l'esprit maléfique qui s'est enfui. Bientôt, Michinaga et Yukinari arrivent sur les lieux et Michinaga remercie Masahiro d'avoir sauvé sa fille. Il loue ses compétences pour être le petit-fils du grand Seimei. Pendant ce temps, Seimei entend la nouvelle de ce qui arrivait. Il pense à l'incendie au palais impérial et se demande comment cela a pu arriver, et il pense aussi au fait que seul Masahiro s'est dirigé vers la princesse Akiko, ce qui est quelque peu intrigant. Masahiro rentre chez lui où il est encore perdu dans ses rêves alors qu'il continue à regarder le petit sac cadeau dans sa main. Ce petit sac lui a été offert par Akiko pour le remercier de l'avoir sauvé. Mokun, qui est assis à côté de lui, continue de lui parler du feu et de l'esprit maléfique qui a attaqué Akiko, mais Masahiro n'écoute pas car il est trop perdu dans le paradis de ses rêves. Finalement, Mokun ne peut que renoncer et le laisser revenir à lui plus tard. Le lendemain matin, Seimei se rend au palais du ministre pour réparer la barrière et en créer une encore plus forte. Après un certain temps, Seimei termine le rituel et informe Michinaga que la barrière est terminée. Michinaga remercie Seimei pour son travail acharné et félicite également son petit-fils pour ses compétences extraordinaires. Akiko loue également Masahiro, ce qui fait sourire Seimei. Il lui donne un charme qui la protégera de tout danger si quelque chose se passe plus tard. Akiko et Michinaga remercient encore une fois Seimei pour son service avant qu'il ne parte finalement. Plus tard dans la nuit, Masahiro essaie d'apprendre l'art de la divination.
mais il abandonne après avoir réalisé que son talent pour lire les étoiles est extrêmement médiocre. Mokun lui rappelle que la divination est un des aspects clés de tout exorciste, donc il devrait continuer à l'étudier, mais Masahiro ignore son conseil tout comme la fille populaire sur Instagram ignorant vos réponses à son histoire. Au lieu de cela, il court dehors pour s'asseoir dans un arbre où il médite sur sa vie. Mokun s'assoit à côté de lui et lui demande pourquoi il ne va pas simplement apprendre l'art de la divination avec son grand-père, mais Masahiro rejette cette idée car il pense que cela ne ferait que le rendre plus malheureux. Il sait qu'avec la personnalité de son grand-père, il va sans cesse le harceler de ne pas apprendre correctement, ce qui ne fait que diminuer son intérêt pour la divination. Cela amène Masahiro à se souvenir de son enfance quand il étudiait avec diligence sous la tutelle de son grand-père. Mais après que son grand-père a scellé son deuxième regard, il a cessé d'étudier les esprits et s'est éloigné de tout ce qui concerne l'exorcisme. Cela le fait se demander si c'était le choix de son grand-père de le transformer en exorciste. Mais si c'était vraiment le cas, alors pourquoi a-t-il scellé sa deuxième vue? Mokun lui rappelle qu'il a retrouvé sa deuxième vue, ce qui est déjà bien. Il lui rappelle aussi que son grand-père a probablement scellé sa deuxième vue pour le protéger des dangers des gens qui essaient de lui faire du mal. En parlant de son enfance, Masahiro se souvient aussi d'une fois où il était assis près d'un étang et a failli tomber dedans. Il ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé, mais c'était comme si quelque chose l'avait attiré. Heureusement, avant qu'il ne tombe, quelque chose ou quelqu'un l'a sauvé, mais il ne sait plus qui c'était. Ses paroles font un peu transpirer Mokun, qui est content que Masahiro ne se rappelle pas. Lui, il passe cette conversation en lui disant que cela aurait pu être un esprit maléfique, mais comme il n'avait pas son deuxième vue à l'époque, il ne pouvait pas le voir. Le jour suivant, Masahiro se rend au palais impérial où il rencontre Yukinari qui s'excuse auprès de Masahiro de ne pas avoir pu lui accorder de temps malgré le fait qu'il soit son mentor. Masahiro ne s'en soucie pas car il sait que Yukinari est occupé et lui dit qu'il devrait se concentrer sur les choses plus importantes telles que la reconstruction des bâtiments qui ont pris feu l'autre jour. Après avoir erré pendant un moment, il rentre chez lui et recommence à étudier la divination. Mais cette fois-ci, il n'enquête pas sur l'incendie, mais essaie plutôt de deviner l'esprit maléfique qui a attaqué Akiko l'autre jour. Mais peu importe combien de fois il essaye, cela ne donne aucun résultat. Mokun suggère qu'il continue d'essayer, car ce n'est qu'avec des essais et des erreurs qu'il pourra devenir un bon devin. Mais Masahiro est fatigué de le faire tout seul, alors il décide de sortir et de trouver quelqu'un pour enseigner. Lui, Mokun est surpris et se demande si c'est Seimei, mais Masahiro lui rappelle qu'il préfère rester stupide plutôt que d'aller chez son grand-père pour apprendre quoi que ce soit. Mokun décide de le suivre pour voir où il va. Allez, ce qui s'avère être une excellente décision car la présence maléfique de l'autre jour les attend déjà. Pendant ce temps, Seimei, qui étudie dans sa chambre, remarque Mokun et Masahiro partir. Alors il convoque un de ses autres serviteurs spirituels pour les suivre à distance et s'assurer que rien ne va mal. Même s'il fait confiance à la capacité de Guren de protéger Masahiro en cas de problème, il ne veut toujours pas prendre de risques quand il s'agit de son précieux petit-fils. Retour à Masahiro, lui et Mokun arrivent à la ville, mais il remarque que tous les petits esprits semblent se cacher dans le coin. Mokun se demande s'ils sont terrifiés par sa présence, mais juste à ce moment-là, une énergie maléfique se dirige vers eux, attirant leur attention. Masahiro reconnaît la présence maléfique, la même qu'il a ressentie dans la cour de la princesse Akiko l'autre jour. Mokun prévient Masahiro que l'esprit maléfique est différent de tout ce qu'il a combattu auparavant, il lui rappelle donc d'être prudent. Bientôt, l'esprit maléfique montre sa véritable forme qui se révèle être un bœuf étrange avec plusieurs cornes. Mokun essaie d'utiliser ses papiers talismaniques pour soumettre l'esprit maléfique, mais ses pouvoirs sont trop puissants et les talismans brûlent avant même de pouvoir l'atteindre. L'esprit maléfique est en colère et attaque immédiatement Masahiro. Mais Mokun ne prend pas beaucoup de temps avant de se transformer en sa véritable forme. Il utilise son feu infernal pour brûler l'esprit maléfique, mais l'esprit semble être un peu unique car il ne brûle toujours pas complètement. Il a même le pouvoir de parler car il dit à Guren d'abandonner le jeune garçon et de le lui remettre afin qu'il puisse le sacrifier à son maître. L'esprit maléfique sait que Masahiro possède des pouvoirs spirituels extrêmement riches, donc il veut le sacrifier à son maître. L'esprit maléfique appelle également Guren, un esclave pathétique qui a abandonné sa liberté et est devenu un serviteur d'un humain. Guren ne se met pas en colère en disant qu'il a volontairement renoncé à sa liberté et qu'il ne le regrette pas. En disant cela, il augmente l'intensité de ses flammes infernales, ce qui pousse l'esprit maléfique à se sacrifier à son maître avant de devenir une cendre inutile. Après la mort de l'esprit maléfique, un papillon à proximité s'enfuit vers la maison de Masahiro
Masahiro où il se transforme en une boule qui raconte à Seimei ce qui s'est passé. Arrivé, Seimei sent que l'air du chaos est sur le point d'éclater et se demande où cela l'emmènera, lui et Masahiro. Le lendemain, Masahiro est au palais du ministre où il pratique ses compétences en calligraphie sous la direction de Yukinari. Il est en train de s'entraîner lorsque Mokun le surprend soudainement, ce qui le fait sursauter alors qu'il demande à Mokun ce qu'il est. Faire. Mokun répond qu'il essayait juste de voir s'il était encore éveillé ou non, ce à quoi Masahiro réplique avec colère qu'il n'est pas assez paresseux pour dormir pendant le travail. Mokun balaye ses plaintes et retourne à ses pensées en se souvenant de l'esprit maléfique d'hier et de ses mots concernant le sacrifice de Masahiro à son maître. Bientôt, Masahiro termine son travail et est libre de rentrer chez lui. Cependant, il est trop fatigué d'avoir travaillé tout ce temps, alors il finit par s'endormir à la bibliothèque. Avant de s'endormir, il demande à Mokun de le garder et de le réveiller si quelque chose se passe. Dans son rêve, Masahiro se retrouve dans la cour d'Akiko où il a combattu l'esprit maléfique la dernière fois. Cette fois, il peut voir la véritable forme de l'esprit maléfique, mais lorsqu'il est sur le point de l'affronter, il se rend compte qu'il ne peut rien faire. Alors, désespéré, il essaie de chercher Mokun, mais il ne le trouve nulle part. Il continue d'appeler son nom, mais Mokun n'apparaît pas, ce qui le terrifie énormément. Dans sa dernière tentative, il l'appelle par son vrai nom, et juste à ce moment-là, il se réveille et se retrouve dans la salle d'études. Mokun, qui est à côté de lui demande ce qui s'est passé alors qu'il se tournait et se retournait dans son sommeil. Masahiro lui dit qu'il a fait un rêve dans lequel il a vu la véritable forme de l'esprit maléfique. Mokun lui rappelle que les exorcistes ne rêvent pas de choses inutiles, surtout ceux avec une seconde vue. Alors il demande à Masahiro de lui raconter exactement ce qu'il a vu. Masahiro explique tout le rêve à Mokun et décrit également la forme et l'apparence de l'esprit maléfique qu'il a vu. Mokun ne se souvient d'aucun esprit de ce genre dans ses souvenirs, ce qui lui rappelle qu'il ne connaissait pas non plus l'étrange esprit de Buff. Juste au moment où il réfléchit aux origines de ces esprits maléfiques, Masahiro découvre quelques livres derrière lui, qui s'avère être une collection d'esprits maléfiques étrangers qui existent au-delà de la mer. Masahiro est extrêmement ravi, car avec ces livres, il peut trouver le nom de l'esprit maléfique et aussi confirmer leur suspicion qu'ils sont des étrangers. Masahiro rassemble rapidement les livres pour étudier, mais quand il est sur le point de les emporter dehors, il trouve son père Un homme dans le couloir lui demande pourquoi il est encore là. Masahiro lui dit qu'il va rester ici un moment et lui demande d'informer également sa mère. Après le départ de Masahiro, Mokun remercie le père de Masahiro pour avoir placé la collection dans la bibliothèque. Après avoir dit cela, il part aussi, tandis que le père de Masahiro sourit en réalisant que Tuta, autrefois l'esprit le plus redouté parmi tous les esprits, est maintenant appelé par un si mignon. Non, il réalise maintenant que Masahiro est en effet le petit-fils de Seimei. Retour à Masahiro. Il continue d'étudier les livres et découvre bientôt à la fois les esprits et leurs noms. L'étrange esprit bœuf s'appelait Gotsu, tandis que l'esprit ressemblant à un rat qu'il a vu s'appelle Banban. Après avoir appris leur nom, la seule chose qui reste à faire est de chercher Banban puisque Gotsu est déjà mort. Alors que Mokun se demande comment Masahiro va les chercher, Masahiro répond qu'il capturera de petits esprits et leur demandera s'ils ont vu Banban ou Gotsu auparavant. Pour trouver ces petits esprits, il se dirige vers la périphérie de la ville où, dans une maison délabrée, il trouve des dizaines d'esprits. Les esprits se moquent de Masahiro et essaient de l'intimider, mais lorsqu'il mentionne Banban et Gotsu, ils deviennent effrayés et lui racontent tout ce qu'ils savent. Les esprits informent Masahiro que Gotsu et Banban sont extrêmement cruels car ils ont attaqué tant de leurs semblables et tué. Un des esprits parle de son ami qui a été acculé par Banban au palais impérial, ce qui l'a forcé à se brûler pour signaler aux autres esprits qu'un monstre arrive pour les dévorer. Masahiro pensait qu'il avait appris tout ce qu'il pouvait sur les esprits étrangers maléfiques, alors il était sur le point de partir quand un esprit hésitant lui a mentionné un troisième esprit maléfique étranger. Selon cela, le troisième esprit maléfique étranger était comme un nuage de ténèbres qui consommait tout sur son passage. Masahiro lui demande s'il sait où il vit, mais avant qu'il puisse lui répondre, ils sont attaqués par Banban, le deuxième esprit maléfique étranger que Masahiro a vu dans son rêve. Banban est très fort et mortel car il bondit immédiatement sur les petits esprits maléfiques, les tuant en premier parce qu'il les trouve agaçants. Cela rend Masahiro extrêmement en colère, alors il invoque immédiatement quelques talismans d'attaque pour l'attaquer, mais aucun d'entre eux ne touche car il est extrêmement rapide. À la fin, Masahiro ne peut qu'incanter un charme de liaison pour immobiliser Banban afin que Mokun puisse l'achever avec son sort. Attaque. Mokun attaque violemment, blesse Banban, mais il parvient tout de même à s'échapper en promettant qu'il y aura des conséquences pour leurs actions plus tard. Après le retrait de Banban, Masahiro demande à l'esprit timide l'emplacement du troisième esprit malin étranger qui lui dit qu'il est situé en dehors de la ville dans un endroit très délabré.
Maison. Bientôt, Masahiro et Mokun arrivent à cette maison et ils peuvent immédiatement sentir une présence extrêmement terrifiante à l'intérieur. Mais avant même qu'ils puissent en entrer, l'entité étrangère à l'intérieur de la maison agit alors que toute la maison explose en une lumière vive, visible depuis lointain. Masahiro et Mokun sont tous deux choqués par l'intensité de l'énergie maléfique. Mokun se transforme immédiatement en sa véritable forme et Masahiro se prépare également lorsqu'il remarque beaucoup d'esprits maléfiques étrangers devant. Les esprits maléfiques étrangers veulent sacrifier Masahiro à leur maître, mais Guran les fait taire en utilisant son feu infernal qui les brûle. Crisp. Mais il y a beaucoup trop d'entités étrangères, donc Guran est incapable de se défendre seul, alors Masahiro intervient également en utilisant ses techniques spirituelles pour se défendre contre le reste de eux. Mais peu importe combien d'entre eux ils battent, ces esprits maléfiques étrangers continuent de se multiplier. En fin de compte, Guran ne peut que créer un moyen pour eux d'atteindre le maître, car traiter avec ces petits esprits maléfiques ne fera que les fatiguer encore. Plus loin, Guran utilise son feu infernal pour créer un chemin entre les esprits maléfiques afin qu'ils puissent atteindre la maison délabrée sans trop s'épuiser. De l'autre côté, le maître des esprits maléfiques se révèle enfin alors que Banban s'excuse auprès de lui de ne pas avoir pu vaincre Masahiro dans son... Le maître est extrêmement déçu et tue Banban car il n'a pas pu vaincre un enfant qui vient de commencer sa carrière. Exorciste. Retour à Masahiro et Guren. Ils atteignent enfin la maison délabrée, mais ils sont déjà épuisés à cause du nombre d'esprits maléfiques qu'ils ont dû affronter pour arriver ici. Masahiro a utilisé continuellement ses techniques spirituelles, ce qui l'a tellement épuisé qu'il était incapable de marcher sur ses propres deux jambes. Pied. Guren a dû le porter ici alors qu'il avertissait Masahiro de garder son énergie pour les combats ultérieurs. Dans la maison délabrée, ils se retrouvent enfin face à face avec le maître esprit maléfique qui se transforme en sa pleine puissance. Forme que Guren reconnaît être Lord Kyuki. Il avait entendu parler de Kyuki dans le passé car il était l'un des dirigeants des terres à l'extérieur. Monde. Il réalise enfin pourquoi Kyuki a attaqué la princesse Akiko, car selon les légendes, Kyuki aime manger les femmes aux cheveux longs. Et Akiko non seulement avait les cheveux longs, mais elle pouvait aussi voir les esprits, ce qui faisait d'elle un tonique spirituel pour Kyuki. Kyuki regarde Masahiro et devient heureux car le manger guérirait toutes ses blessures. Seconde. Mais Guren l'empêche de s'approcher de Masahiro, ce qui contrarie Kyuki, alors il ordonne à tous les esprits étrangers de se débarrasser de leur peur du feu infernal et attaque Guren. Guren est immédiatement entouré par des esprits maléfiques, qui le rendent incapable de faire quoi que ce soit pour protéger Masahiro. Cela permet à Kyuki d'attaquer Masahiro personnellement pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Masahiro ne veut pas mourir d'une mort sans signification, alors avant d'être dévoré, il utilise le reste de son énergie pour abattre un éclair céleste dans l'espoir que cela permettra à Guren de s'échapper et de revenir à son grand-père où il appartient. Cependant, l'éclair ne blesse pas vraiment Kyuki, mais il devient certainement en colère et bondit immédiatement sur Masahiro sans réfléchir à deux fois. Cependant, avant que ses dents acérées ne puissent atteindre Masahiro, Guren s'interpose et se sacrifie pour sauver Masahiro. Cela met Masahiro dans une colère extrême car il rappelle à Guren que même les 12 serviteurs spirituels de son grand-père ne sont pas immortels, donc il aurait pu mourir sous une telle attaque. Mais Guren répond que si sa mort signifiait qu'il pouvait s'échapper, alors cela en aurait valu la peine. Monsieur Masahiro ne comprend pas pourquoi Guren irait aussi loin pour le sauver. Guren lui explique qu'il a apporté de la lumière dans sa vie monotone. Normalement, tous les enfants pleureraient s'ils le voyaient, mais le jeune Masahiro était différent, car il n'a même pas bronché quand il l'a vu. Cela a fait apprécier les enfants à Guren, qu'il avait toujours détesté dans sa vie, et c'est là qu'il a promis qu'il ferait toujours de son mieux pour le protéger. Alors que tous les deux deviennent sentimentaux l'un envers l'autre, Kyuki se fatigue, alors il ordonne immédiatement à ses sbires de les attaquer. Mais il est trop tard, car à ce moment-là, l'aide est déjà arrivée. Masahiro regarde devant lui et trouve 3 esprits serviteurs et leur maître, qui semble être un homme au visage jeune. L'exorciste nouvellement apparu ordonne immédiatement à ses esprits de retenir les esprits malins, tandis qu'il utilise ses techniques spirituelles pour vaincre Kyuki en une seule fois. Kyuki réalise le danger, alors il se retire immédiatement, mais son armée d'esprits maléfiques est anéantie car aucun d'entre eux ne peut évasion. Après avoir vaincu les mauvais esprits, l'exorciste mystérieux utilise une autre technique spirituelle pour guérir Masahiro et Guren. Blessure. Cela surprend Masahiro, car il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un exorciste aussi puissant à part son grand-père. Mais juste au moment où il se tourne pour les remercier, il remarque qu'ils ont déjà disparu. Guren se transforme également en sa forme Mokun, et sans rien dire, il commence à courir vers leur maison, tandis que Masahiro le suit de près derrière. Peu après, Mokun arrive chez eux où il entre immédiatement dans la chambre de Seimei, ce qui choque Masahiro,
qui tentent de l'arrêter. Mais Mokun ne l'écoute même pas un peu. À la porte, un esprit serviteur invite également Masahiro à entrer, où il trouve Mokun en train de se disputer avec son grand-père en lui demandant comment il a pu être si stupide d'utiliser son âme spirituelle pour se battre contre un adversaire aussi fort que Kyuki. Masahiro est confus quant à ce qui se passe, donc Mokun lui explique que son grand-père a invoqué son âme spirituelle hors de son corps seulement pour pouvoir aller et sauver lui. Mais cette technique est extrêmement dangereuse, car elle laisse le corps vulnérable. Cependant, Seimei s'en fiche car il regarde Masahiro et lui dit qu'il est extrêmement déçu qu'il n'ait pas pu s'occuper d'un esprit maléfique comme Kyuki tout seul sans avoir besoin de l'aide de son grand-père. Masahiro savait que cela allait arriver, mais il ne s'attendait pas à ce que son grand-père soit aussi cruel avec lui, même s'il venait de livrer une bataille de vie ou de mort. Dans sa colère, Masahiro sort brusquement de sa chambre et se promet qu'il exorcisera l'esprit maléfique tout seul et nettoiera son nom des tâches qu'il a dû supporter aujourd'hui. La nuit, Masahiro rêve encore de son enfance, mais cette fois, il se trouve dans les montagnes, attaché à un arbre, incapable de s'échapper. Au loin, Masahiro entend le bruit d'un marteau frappant le mur qui continue de le hanter. Le bruit et la peur de l'abandon font que Masahiro se sent extrêmement lourd de cœur alors qu'il lutte même pour respirer. Cela affecte Masahiro même dans la vie réelle, ce qui le fait finalement se réveiller en réalisant qu'il y a un esprit dormant sur son ventre. Il jette immédiatement Mokun, pensant que c'est un esprit aléatoire, mais ce n'est qu'après être complètement réveillé qu'il se rend compte que ce n'était qu'un rêve et qu'il est de retour dans le présent. Mokun est habitué à ce que Masahiro fasse des gestes étranges, alors il lui demande ce qu'il a vu cette fois. Masahiro explique qu'il a rêvé de la montagne Kifune où son grand-père l'a emmené, mais au lieu de l'emmener en haut, il l'a attaché à un arbre, promettant qu'il reviendrait plus tard. Mais une journée entière est passée avant qu'il revienne finalement le chercher, mais c'était suffisant pour que Masahiro devienne méfiant envers son grand-père pour le reste de sa vie. Après avoir écouté son blabla pendant ce temps, Mokun rappelle à Masahiro qu'il a encore des tâches à accomplir pour la journée. Après avoir entendu cela, Masahiro se tait et se dirige vers le palais impérial pour livrer quelques lettres. Là, il rencontre le garde qui se plaint de la chaleur extrême. Masahiro peut comprendre sa douleur, car il n'a pas plu depuis 2 mois. Il est préoccupé que si cela continue, une sécheresse pourrait se produire. Mais le gardien n'est pas trop inquiet, car il lui dit qu'avant que cela ne se produise, Mikado priera la divinité dragon au Kifune. Montagne. Cela rappelle à Masahiro son rêve, et il se souvient que chaque année, son grand-père se rend dans les montagnes de Kifune et se prépare pour le festival. Le garde félicite son grand-père pour travailler dur pour eux chaque année, même s'il est extrêmement âgé. Cependant, Masahiro ne ressent rien pour son grand-père, qu'il appelle un raton laveur qui a juste pris la forme d'un humain. Après avoir dit au revoir au garde, Masahiro se dirige vers le département de musique où il doit livrer lettres, mais Mokun avait un plan différent. Il prend un chemin détourné et conduit Masahiro à un coin où il finit par entendre un groupe de serviteurs parler mal de son grand-père. Ils disent que son grand-père est proche de l'empereur uniquement parce qu'il est une sorte d'exorciste, mais ils ne l'aiment pas parce qu'il n'est pas de naissance noble. Cela met Masahiro en colère, car lui seul peut manquer de respect à son grand-père. Pour punir ses serviteurs, il utilise une technique spirituelle pour créer des sons de hurlement, ce qui fait peur aux serviteurs qui supplient immédiatement le serviteur en chef d'appeler Seimei et d'effectuer un exorcisme. Masahiro est heureux d'avoir vengé son grand-père et après avoir fait cela, il se dirige vers la section musique pour terminer ses tâches. À l'heure où il finit ses affaires, le soleil se couche et la lune commence à apparaître. Masahiro et Mokun rentrent chez eux quand soudain un groupe de petits esprits tombe dessus, lui qui s'avère être les mêmes esprits qui l'ont guidé précédemment au sujet des mauvais esprits étrangers. Il supplie Masahiro de les sauver et d'exorciser Kyuki, qui a été terrorisé et tué le reste de leurs amis. Masahiro a cherché Kyuki tout ce temps, donc cette nouvelle n'est rien d'autre qu'un cadeau du ciel pour lui. Après avoir appris l'endroit où les esprits maléfiques étrangers ont été vus pour la dernière fois, il s'y rend immédiatement avec Mokun. Mais quand il arrive là-bas, il ne trouve rien. Tout ce qu'il trouve, c'est une calèche. Mais en regardant de plus près, il remarque que l'un de ses pneus est un esprit maléfique. Mais cet esprit maléfique est un extrême lâche qui commence immédiatement à implorer la clémence après avoir remarqué que Masahiro est un exorciste. Voir un esprit si timide pousse Mokun à se mettre en colère alors qu'il demande à Masahiro de l'exorciser immédiatement. Mais Masahiro laisse le pauvre esprit partir après qu'il a promis de ne jamais attaquer quoi que ce soit. Encore. Après avoir affronté l'esprit timide, il retourne vers les petits esprits qui semblent être encore plus déprimés. Masahiro apprend qu'ils ont encore perdu un de leurs camarades, ce qui les rend extrêmement en colère contre Kyuki et ses méchants sbires. Pendant ce temps, Seimei regarde les étoiles quand il remarque qu'un de ses esprits serviteurs s'approche.
Alors il lui demande pourquoi il est si en colère. L'esprit serviteur, qui s'appelle Seiryu, se plaint de Masahiro et de la façon dont il se débat encore avec de petits esprits malins et est même incapable de détecter le mal étranger. Esprit. Saimei peut comprendre la frustration de Seiryu car Masahiro est son héritier et après sa mort, tous ses esprits serviteurs seront hérités par Masahiro. Cependant, il rappelle à Seiryu qu'il est trop biaisé contre Masahiro parce que Gouren l'a choisi. Cela touche Seiryu en plein cœur car tout le monde sait à quel point il déteste Gouren. Seimei ne peut que secouer la tête en suggérant à Seiryu de pardonner à Gouren pour ce qu'il a fait il y a toutes ces années. Mais Seiryu et le reste de ses esprits serviteurs ne sont pas prêts à pardonner Gouren parce qu'il a essayé de tuer leur maître, Seimei. Dans les lois du monde des exorcistes, une attaque d'un serviteur contre son maître est le plus grand tabou, donc ils ne peuvent tout simplement pas lui pardonner comme ça. Après avoir exprimé leur frustration, tous ces esprits serviteurs partent alors que Masahiro et Mokun entrent dans le composition. Seimei les invite à entrer où il exprime sa déception que Masahiro ne puisse toujours pas localiser l'esprit malin étranger et l'éradiquer, même bien qu'il ait promis qu'il le ferait seul. Après avoir réussi à énerver Masahiro, qui quitte la pièce, Seimei rit en commentant que Masahiro est encore si facile à énerver. Enfant. Mais Mokun se plaint que cela ne fait que compliquer les choses pour lui, car il devra ensuite s'occuper de Masahiro. Seimei dit à Mokun que les autres serviteurs spirituels ne sont toujours pas prêts à pardonner. Lui, Mokun le sait et il ne se sent pas mal car il mérite d'être détesté après ce qu'il a fait. C'est pourquoi il s'est séparé de Seimei, car non seulement il voulait effacer sa culpabilité, mais il voulait aussi se racheter pour les choses qu'il a faites à Seimei en élevant son petit-fils. Après avoir parlé à Seimei pendant un moment, Mokun s'en va et se dirige vers la chambre de Masahiro pour ranger les affaires qu'il a éparpillées à cause de sa colère contre son grand-père. Mais Masahiro l'arrête et le soulève pour le poser sur son ventre alors qu'il demande à Mokun pourquoi il a l'air si triste. Mokun veut lui dire ce qu'il a fait, mais il n'y arrive pas parce qu'il a peur que Masahiro le déteste. Aussi, alors que Mokun a du mal à répondre, Kyuki souffre à cause de ses blessures qui continuent de s'aggraver. S'il ne reçoit pas un fort sacrifice spirituel dans les prochains jours, ses sbires craignent qu'il ne succombe à ses blessures. Alors cette fois, au lieu de viser Masahiro, il décide de cibler Akiko à nouveau car son énergie spirituelle convient au goût de Kyuki, étant donné qu'elle est à la fois une femme aux cheveux longs et possède une énergie spirituelle. Plus tard dans la nuit, Akiko dort paisiblement dans sa chambre quand elle entend un léger bruit venant de dehors. Elle se réveille et se dirige vers la source de la voix quand elle réalise que c'est la voix d'une autre princesse nommée Keiko. Keiko demande à Akiko de sortir car elle veut lui parler de quelque chose important, mais Akiko refuse car elle sent une présence terrible derrière elle. Mais Keiko continue d'essayer de l'influencer pour qu'elle sorte, alors Akiko peut seulement faire de son mieux pour rentrer, ce qui la fait trébucher sur un morceau de bois. Plaque qui tombe et fait un grand bruit. Cela réveille les serviteurs qui sortent immédiatement et trouvent Akiko debout au bord du balcon. Ils lui demandent ce qu'elle fait sur le balcon si tard dans la nuit, à quoi Akiko s'excuse en disant qu'elle regardait juste la lune et rien d'autre. Le matin suivant, Masahiro rend visite au palais impérial une fois de plus où il rencontre Yukinari qui est encore occupé avec les travaux de construction des bâtiments qui étaient brûlés. En parlant à Yukinari, il apprend la malédiction de la montagne Kifune. Il mentionne quelque chose à propos d'une démone utilisant un marteau pour clouer des malédictions dans les arbres, ce qui rappelle à Masahiro le rêve qu'il... Yukinari dit aussi à Masahiro que son grand-père l'appelait, alors il devrait aller le voir d'abord. Ensuite, ils peuvent discuter autant qu'ils veulent. Masahiro se dirige pour rencontrer son grand-père, qui lui donne une lettre d'Akiko et lui dit qu'elle a ressenti quelque chose de mal au palais du ministre, alors il devrait aller vérifier ce qui se passe. Masahiro se précipite immédiatement pour rencontrer Akiko, où elle lui raconte ce qui s'est passé la nuit dernière. Elle lui montre aussi le charme protecteur que Seimei lui a donné, et après l'incident de la nuit précédente, le charme en jade a commencé à se fissurer et à devenir laiteux. Masahiro peut sentir leur force s'affaiblir, alors que la barrière autour d'eux semble aussi fragile. Il ne comprend pas pourquoi cela se produit, même si son grand-père vient de réactiver une version encore plus forte. 1. Il répare d'abord la barrière, puis promet à Akiko qu'il s'occupera de l'affaire de cette princesse nommée Keiko. Avant, il part, il lui rend le sac de parfum qu'il lui avait donné, car après être resté dans ses vêtements pendant des jours, il a acquis une certaine capacité de protection et sera capable de protéger Akiko du mal. Esprit. Akiko le remercie en lui remettant également un autre sachet d'odeur pour que ça soit équilibré de chaque côté. Après avoir mis le sachet d'odeur autour de son cou, Masahiro part pour rencontrer la princesse malade appelée Keiko.
Mais en chemin, il la trouve debout dans la rue l'attendant, et tout comme Akiko l'avait dit, elle avait une présence maléfique derrière elle. Il convoque immédiatement Guren, et est sur le point de se battre avec elle, mais elle disparaît alors que Masahiro réalise qu'ils sont entrés dans une barrière érigée par la présence maléfique derrière Keiko. Mais cela n'arrête pas Masahiro, alors qu'il se dirige vers la maison de Keiko, où il rencontre sa mère qui lui dit que Keiko aimait profondément un homme, mais cet homme l'a trahi après avoir été approché par une princesse encore plus riche qui voulait l'épouser. Après la trahison, Keiko est tombée malade et ne s'est plus améliorée depuis. Après avoir appris ce qui s'est passé, Masahiro peut déduire que les esprits maléfiques étrangers ont utilisé sa faiblesse pour prendre le contrôle de son corps. Après avoir appris cela, il rencontre son grand-père pour confirmer ses soupçons, mais son grand-père ne fait que l'énerver davantage en lui rappelant qu'un exorciste incertain est bien plus dangereux que le plus maléfique des esprits. Dans sa colère, Masahiro décide d'agir immédiatement la nuit et se dirige seul pour affronter la présence maléfique derrière Keiko. Mais en route vers chez elle, il tombe sur Akiko, qui s'inquiétait pour Keiko et voulait lui rendre visite. Masahiro est en colère parce qu'elle est assez stupide pour risquer sa vie, alors il lui attrape la main et est sur le point de la ramener au palais. Mais juste à ce moment-là, ils sont attaqués par Keiko et les esprits maléfiques derrière elle. Mokun se transforme immédiatement en Guren et retient l'un des esprits, tandis que Masahiro s'occupe de l'autre. Cependant, cela détourne leur attention d'Akiko, qui est enlevée par Keiko, qui l'emmène et part. Les deux esprits renversent également Masahiro et Guren, qui ne peut rien faire alors que le trio s'échappe. Masahiro est en colère contre lui-même parce qu'il n'a pas pu protéger Akiko, même s'il avait promis de la protéger. Mais même Masahiro sait qu'être en colère ne changera rien, alors il demande à Mokun ce qu'il devrait faire maintenant. Mokun se demande aussi où les esprits maléfiques ont pu aller. Mais ensuite, il se souvient qu'il parlait de sacrifier Akiko à leur maître. Il se souvient aussi que Keiko parlait de réaliser son souhait, et il ne lui faut pas longtemps pour comprendre que son souhait doit être de récupérer son amant qu'une autre princesse lui a volé. Mais le vrai problème est de trouver où Keiko a emmené Akiko, alors Masahiro continue de penser à tout cela. Détail. Mais ensuite, il se souvient d'un détail clé qu'il avait négligé. Il se souvient de Yukinari lui disant qu'une démone qui lançait des malédictions sur le Kifune montagne, ce qui lui fait réaliser que la démone qu'il a mentionnée doit être Keiko elle-même. Il réalise enfin pourquoi il n'a toujours pas plu, car la divinité dragonne de la montagne de Kifune doit être piégée à l'intérieur des montagnes à cause des malédictions placées à l'extérieur. Il raconte immédiatement tout à Mokun, qui est d'accord avec lui alors qu'il court vers la montagne de Kifune pour sauver Akiko. Pendant ce temps, Seiru, qui observe Masahiro, informe Seimei de la situation. Seimei lui dit de ne pas s'inquiéter, car Masahiro sera capable de gérer cela. Mais Seiru ne veut prendre aucun risque, il emmène donc immédiatement quelques autres serviteurs spirituels partageant les mêmes idées et se dirige vers le mont Kifune pour les sauver. Akiko. Retour à Masahiro. Il est extrêmement fatigué après avoir couru et ne comprend pas comment ils peuvent atteindre la montagne plus vite. Heureusement, l'esprit de la calèche qu'il a rencontré l'autre jour est assez gentil pour les emmener jusqu'aux montagnes. Après avoir atteint les montagnes, Masahiro et Mokun se précipitent immédiatement pour trouver Akiko, mais sur le chemin, ils tombent sur de nombreux esprits étrangers. Mokun se transforme en Guren et utilise son feu infernal pour les retenir suffisamment longtemps pour que Masahiro puisse aller de l'avant et sauver Akiko. Mais Keiko sort pour l'arrêter, ce qui mène à une bagarre entre eux. Masahiro sait qu'il ne peut pas gagner seul contre elle, alors il utilise une technique spirituelle spéciale pour se lier à Keiko afin qu'elle ne puisse pas achever la malédiction qu'elle essaie d'accomplir. Masahiro est coincé entre le choix d'aller sauver Akiko ou retenir Keiko ici pour qu'elle ne puisse pas terminer sa malédiction, ce qui la transformerait complètement en démon. Mais heureusement, Seimei arrive en utilisant sa technique de l'esprit et retient Keiko, ce qui donne à Masahiro une occasion d'aller sauver Akiko. Seimei envoie également un de ses serviteurs spirituels nommé Rikugyu pour aller les aider, car les choses pourraient devenir frénétique. Tandis que Masahiro et d'autres se dirigent pour secourir Akiko, les esprits maléfiques gravent un symbole sur Akiko. Bras, ce qui indique son statut de proie. Il prévoit d'utiliser Akiko pour attirer Masahiro, puis de le tuer afin de voler ses pouvoirs spirituels. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Masahiro n'est pas seul, car il a le soutien de nombreux serviteurs spirituels puissants qui étaient autrefois des divinités terrestres de leur propre. Avec de telles figures puissantes derrière lui, Masahiro peut tenir tête à des dizaines d'esprits maléfiques alors qu'il essaie de sauver Akiko. Cependant, Seiryu et d'autres serviteurs spirituels ne sont toujours pas satisfaits des performances de Masahiro, car il lui rappelle qu'il s'appuie trop sur les pouvoirs de Guren et n'a pas de capacité propre forte comme son grand-père avait. Masahiro dit à Seiru que même s'il pourrait ne pas être aussi fort que son grand-père en ce moment, cela ne signifie pas qu'il ne deviendra pas plus fort. Alors pour se prouver, il essaie d'éveiller la divinité dragon de la montagne. Mais comme sa compréhension de la technique est faible, il est incapable de convoquer tous ses pouvoirs et le sort échoue. Cela le transforme en
en une blague aux yeux de Seiru, qui pensait enfin avoir grandi. Masahiro, qui s'évanouit après avoir utilisé un sort aussi épuisant, se souvient des mots de son grand-père que chaque terre a sa langue. Il devrait donc utiliser cette langue pour communiquer avec les divinités s'il veut leur aide. Masahiro se réveille et se tient debout à nouveau. Mais cette fois, il utilise la langue de la divinité dragon pour invoquer son pouvoir, ce qui lui permet de briser le sceau et de vaincre les esprits maléfiques d'un seul coup. Après avoir vaincu l'un des grands esprits maléfiques, son autre compagnon arrive en jurant de tous les tuer pour apaiser l'âme de son frère défunt. Mais cette fois, Guren attaque en premier, transformant immédiatement l'esprit maléfique ailé en un esprit sans aile, qui tombe au sol comme un poids mort. Masahiro ne se soucie pas de l'esprit maléfique alors qu'il court vers Akiko pour sauver. Elle, il essaie de vérifier son pouls, mais Akiko, qui était inconsciente, se réveille soudainement et poignarde Masahiro dans la poitrine. L'esprit maléfique tombé rit de la naïveté de Masahiro en lui disant qu'ils avaient placé une marque maléfique pour la retourner contre lui et il est tombé droit dans leur piège. Guren se retourne et trouve Masahiro au sol avec un couteau dans la poitrine. En réalisant qu'il n'a pas pu protéger Masahiro, Guren est pris de rage, ce qui détruit le sceau doré que Seimei avait placé sur lui pour supprimer ses pouvoirs infernaux. Masahiro ouvre les yeux et regarde Guren qui est consumé par la rage et le feu. Il retire le couteau de sa poitrine et ouvre le sac à parfum contenant l'herbe calmante pour l'esprit qu'il lance à Guren pour le calmer. Après cela, il perd connaissance à nouveau. L'herbe calmante pour l'esprit apaise Guren qui se transforme en Mokun et tombe également inconscient. Seimei arrive et est choqué d'apprendre ce qui s'est passé. Il essaie de sauver Masahiro, même si la technique pourrait lui coûter la vie. Ses serviteurs spirituels essaient de l'arrêter, mais il continue d'utiliser la technique. Mais juste à ce moment-là, la divinité dragon arrive et guérit Masahiro pour rembourser la dette de l'avoir libéré. Après avoir guéri Masahiro, elle s'en va, espérant revoir Masahiro à l'avenir quand il sera grand. Masahiro se réveille et est heureux de voir que Mokun va bien. Seimei les ramène à la maison où Masahiro et Mokun se reposent bien comme ils en avaient besoin. Plus tard, Akiko vient les rencontrer et s'excuse pour le dérangement qu'elle a causé. Masahiro ne s'en soucie pas car il est tombé trop amoureux d'elle. Mokun profite de cette occasion pour le taquiner, ce qui le rend rouge comme une tomate. Pendant que tout cela se passe, Koike lutte pour se rétablir, donc il ne peut manger que son mini qui ne satisfait guère sa faim. Il meurt d'envie de mettre la main sur Akiko, alors il commence à planifier son prochain coup. Plus tard, Masahiro dort encore lorsqu'une divinité dragon prend possession de son corps pour informer Guren que les mauvais esprits étrangers ont quitté le Kifun. Montagne. Après lui avoir annoncé la nouvelle, la divinité dragon s'en va alors que Guren tient Masahiro dans ses bras, encore endormi et complètement sans défense. Seimei ressent l'aura de la divinité dragon, il entre donc pour vérifier ce qui se passe. Sur ce, Guren lui raconte ce qui s'est passé et lui annonce que les esprits malveillants étrangers ont quitté la montagne. Seimei réalise qu'ils doivent préparer leur prochain mouvement, alors il demande à Guren de devenir prudent et de protéger Masahiro à tout prix. Plus tard, Masahiro se réveille enfin de son long sommeil et se rend compte qu'il ne se sent plus malade. Et comme il n'est pas malade, il veut continuer son travail, alors il s'habille et sort voir ce qui se passe. Là, il rencontre Yukinari qui lui dit que des gens ont mystérieusement disparu et il soupçonne que cela pourrait être l'œuvre de mauvais esprits. Mokun déduit que les mauvais esprits étrangers sont de retour, ce qui lui rappelle qu'il n'a toujours pas dit que la déité dragon a pris le contrôle de son corps pour lui apporter la nouvelle des mauvais esprits étrangers restants. Cela rend Masahiro extrêmement en colère car il dit à Mokun qu'ils doivent aller remercier la divinité dragon. Aujourd'hui, il se sent toujours coupable de ne pas l'avoir remercié après que cela l'a sauvé sur la montagne Kifun l'autre jour. Donc plus tard dans la nuit, ils arrivent à l'entrée de la montagne Kifun où se trouve le sanctuaire de la divinité dragon. Là, Masahiro exprime sa gratitude et prie pendant un moment avant de finalement partir. En rentrant chez lui, il remarque une luciole, ce qui lui fait réaliser que l'été est sur le point de commencer. Fin. Il est triste de ne pas avoir pu faire d'activité estivale avec Akiko cette année, alors il décide de lui faire promettre qu'ils iront dans les montagnes pour voir les lucioles l'été prochain. Pendant ce temps, Akiko dort paisiblement quand soudain elle entend quelqu'un l'appeler. Elle se souvient que ce doit être les mauvais esprits, alors elle continue de tenir son charme et se rendort. Encore. Le jour suivant, Masahiro rend visite à Akiko où il apprend d'elle ce qui s'est passé la veille. Elle lui parle des voix, alors Masahiro lui dit de ne pas s'inquiéter et de continuer à garder le charme protecteur qui la protégera des dangers. Il parle aussi des lucioles et lui demande si elle serait prête à les visiter avec lui l'année prochaine. Akiko est plus qu'heureuse de l'accompagner. Dans son excitation, elle fait même une promesse du petit doigt, s'assurant que Masahiro se souviendra bien de leur promesse. Plus tard dans la nuit, Masahiro rentre chez lui et remet à son grand-père une lettre de Lord Michinaga. Seimei ouvre la lettre et apprend qu'Akiko sera envoyée à la cour l'année prochaine
où elle deviendra l'épouse de l'empereur. Akiko apprend aussi cette nouvelle de son père, et cela lui brise le cœur, car elle réalise qu'elle ne pourra pas tenir sa promesse avec Masahiro. Cela lui cause de perdre le sommeil, ce qui permet à la malédiction qui la frappe de devenir encore plus puissante. Koyuki utilise son agitation pour la manipuler encore plus et la faire sortir de la barrière, volontiers. Akiko essaie de résister de toutes ses forces aux voix, mais finalement, le refus de rompre sa promesse à Masahiro la pousse à succomber à l'énergie maléfique, qui brise la barrière spirituelle que Seimei avait placée sur sa maison. L'énergie maléfique commence à se répandre dans tout le palais, et elle est si puissante que même Masahiro et son grand-père peuvent la détecter de très loin. Ils se précipitent immédiatement vers le palais et prennent les choses en main. Ils trouvent immédiatement le cœur du problème, qui est la marque maléfique que les esprits mauvais ont placée sur son bras. Ils essaient immédiatement de le dissimuler, tandis que Masahiro place le sachet parfumé dans ses mains, car il est imprégné de son énergie spirituelle, ce qui protégera Akiko. Masahiro ne comprend pas pourquoi une telle chose est arrivée. Son grand-père explique qu'Akiko ira à la cour cet hiver où elle deviendra impériale. Mariée, cela a permis aux mauvais esprits étrangers d'utiliser son esprit faible pour prendre le contrôle de son corps, ce qui a brisé la barrière de l'intérieur. Seimei lui dit qu'il n'y a qu'un seul moyen de briser la malédiction sur Akiko, c'est de la transférer à quelqu'un d'autre. Seimei veut la transférer à lui-même, mais Masahiro l'arrête et lui dit de placer la malédiction sur lui à la place. Masahiro est dévasté après avoir entendu la nouvelle qu'Akiko va devenir une impériale. La mariée, il se rend compte que leur promesse de voir les Lucioles ensemble restera toujours un rêve. Cependant, il souhaite toujours protéger Akiko. Alors, il se promet de détruire tous les mauvais esprits étrangers pour qu'Akiko puisse se rendre au tribunal paisiblement cet hiver. Après cette nuit, Masahiro continue d'exorciser les démons étrangers dans l'espoir que l'un d'eux puisse lui donner un indice sur l'endroit où se trouve Koyuki. Mais peu importe combien d'esprits maléfiques il exorcise, personne ne sait où se trouve Koyuki. Mokun s'inquiète que Masahiro puisse s'épuiser, alors il se plaint à Seimei de lui laisser faire tout le travail sur le sien, possédé. Seimei lui dit que même s'il essayait de l'aider, Masahiro ne l'acceptera pas. Alors, il lui dit d'aller surveiller Masahiro, car il pourrait finir par s'échapper tout seul à la place. Le lendemain, Seimei rend visite à Akiko, qui est extrêmement angoissée d'avoir causé tant de douleur. Après avoir appris que sa malédiction a été transférée à quelqu'un d'autre, Akiko est dévastée et commence à se blâmer, ainsi que ses souhaits, pour ce qui s'est passé l'autre nuit. Elle parle de la promesse entre elle et Masahiro, et comment elle ne pourra pas la tenir parce qu'elle sera au tribunal à ce moment-là. Seimei lui rappelle de ne pas s'inquiéter et de faire confiance à Masahiro, car c'est quelqu'un qui ne rompt jamais sa promesse. Akiko décide de faire confiance à Seimei et Masahiro, car c'est la seule chose qu'elle peut faire. Plus tard dans la nuit, Masahiro sort de nouveau chercher Koyuki, mais cette fois-ci, il obtient des preuves qui le conduisent à un étang où beaucoup de gens ont été. Disparaître dedans. Il arrive à l'étang, mais ne trouve rien de bizarre. Alors, il demande à Guren de vérifier s'il peut voir quelque chose. Mais après n'avoir rien trouvé, Guren décide de faire bouillir tout l'étang et espère que les mauvais esprits se révéleront à cause de la chaleur de l'eau. Après quelques minutes, Guren se rend compte que les mauvais esprits ne sont pas dans l'étang, mais à la surface de l'eau. Étang, alors il fend la surface avec son trident, ce qui révèle un esprit maléfique étranger qui a les ombres de Koyuki. Derrière lui, juste au moment où Koyuki se révèle, Masahiro tombe par terre car la malédiction qu'il a absorbée d'Akiko commence à l'affecter. Cela fait comprendre à Guren que Seimei lui a menti et que c'était Masahiro qui avait absorbé la malédiction à la place. Guren tue immédiatement l'esprit maléfique de colère, mais l'ombre de Koyuki disparaît dans l'eau et personne ne peut rien faire. Après son départ, Masahiro reprend ses esprits alors que Guren s'en prend à lui pour avoir été assez stupide pour lui transférer la malédiction en dépit de savoir que cela aurait pu le tuer. Mais Masahiro rétorque et dit à Guren qu'il l'a fait parce que c'était le seul moyen de sauver Akiko. Après avoir réalisé qu'il n'y a aucun intérêt à débattre avec Masahiro, il en vient au fait et lui demande s'il sait où pourrait être Kyuki. Masahiro répond que Kyuki doit être dans un royaume alternatif dans le étang, mais cet étang est trop petit pour abriter autant d'esprits étrangers, donc il doit être dans un plus grand. Ils choisissent donc celui qui est le plus grand et le plus proche de la ville et prévoient de s'y rendre pour trouver Kyuki. En attendant, la cérémonie de majorité d'Akiko a également lieu où tout le monde apprend qu'elle sera envoyée à la cour et deviendra une épouse impériale. Retour à Masahiro. Il arrive au grand étang où il rencontre l'ombre de Kyuki une fois, encore, qui lui propose de devenir son esclave, et s'il accepte, il lèvera la malédiction qui le ronge de l'intérieur. Mais Masahiro refuse, alors Kyuki ne peut que défier Masahiro de venir le vaincre s'il veut se libérer. Il lui donne l'emplacement de sa base, qui est un grand étang appelé Ogura. Avant de se diriger pour vaincre Kyuki, Masahiro rend visite une dernière fois à Akiko,
Mais cette fois, il ne peut pas la voir en face à face car Akiko va devenir une mariée impériale. Il ne peut donc la voir qu'à travers un écran de bambou. Cependant, Akiko souhaite toujours ressentir la chaleur de Masahiro une dernière fois, alors le couple met ses mains au-dessus de l'écran de bambou et essaie de ressentir la présence de l'autre une dernière fois avant qu'ils ne puissent ne plus jamais se voir. Encore. Après avoir fait ses adieux à Akiko, Masahiro part avec Mokun et Rikugu pour rencontrer Kyuki et détruire ses ambitions maléfiques une fois pour toutes. Masahiro rencontre son grand-père qui lui souhaite bonne chance et espère qu'il pourra accomplir sa mission. Masahiro monte sur son esprit de carrosse et part pour l'étang où ils arrivent bientôt et trouvent Kyuki les attendant. Kyuki envoie quelques-uns de ses sbires pour embêter les deux esprits serviteurs afin qu'ils puissent entraîner Masahiro dans le monde des miroirs et s'occuper de lui. Seul, son plan réussit car une fois que Guren et Rikugu sont occupés à s'occuper des esprits maléfiques, Kyuki entraîne Masahiro dans le monde des miroirs. Guren essaie de le sauver mais c'est trop tard car la seule chose qu'il peut attraper est le sachet de parfum dans la main de Masahiro. Dans le monde miroir, Masahiro fait face à Kyuki tout seul, mais il n'abandonne toujours pas alors qu'il continue de se battre jusqu'à la fin. Peu importe combien de tactiques maléfiques Kyuki utilise, Masahiro parvient à toutes les déjouer, ce qui rend Kyuki encore plus heureux car il a hâte de le dévorer. Masahiro essaie toutes ses techniques spirituelles. Malheureusement, elles sont toutes inutiles contre cette bête puissante qui les déchire comme si c'était du papier. Mais juste au moment où Kyuki est sur le point de plonger ses griffes dans la poitrine de Masahiro, Guren et Rikugu arrivés. L'énergie spirituelle du sachet parfumé leur a permis de créer un portail qui est devenu leur entrée dans le monde des miroirs. Ils retardent Kyuki pendant un moment, ce qui donne à Masahiro suffisamment de temps pour lancer un sort pour invoquer la bénédiction du dragon divin, ce qui lui permet de tenir tête à la grande bête. Pendant ce temps, dans le monde réel, Seimei ordonne à Seiryu et à ses autres esprits serviteurs d'aller voir Akiko et de lui retirer le sac parfumé qui contient l'énergie spirituelle de Masahiro. Cela permet à Seiryu d'entrer dans le monde des miroirs, où il lance une épée vers Masahiro qu'il utilise pour vaincre le grand esprit maléfique en un seul coup. Après avoir vaincu Kyuki, la malédiction disparaît et Akiko est libre de partir et de se rendre à l'Impérial. Court, ou du moins c'est ce que pensait Masahiro, mais plus tard, il rencontre Akiko qui lui dit que Seimei a dit à son père que la malédiction ne peut pas être levée, donc ce sera dangereux pour elle de devenir une épouse impériale car cela pourrait affecter Mikado. Ainsi, au lieu de cela, son père a envoyé sa sœur jumelle, identique, qui est née d'une autre femme, mais cela signifie qu'elle ne pourra pas montrer son visage au monde, elle doit donc rester à sa place. Cela rend Masahiro extrêmement heureux, mais aussi embarrassé car il se rend compte que ce n'est pas différent que si elles étaient mariées. Mokun et Seimei leur permettent de flirter entre eux car après avoir tant souffert, ils méritent enfin un peu de paix. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé notre vidéo, donnez-nous un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu incroyable.